BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, il n'y a plus de saison, mais moi, ils sont totalement indisciplinés. L'émission a à peine commencé, j'arrive pas à en placer une. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine qui ont marqué les marchés, l'économie, la finance, votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est USA. Est-ce que Trump a mis des lunettes roses dans son discours sur l'état de l'Union ? La question macro, vous allez voir, ça va être assez amusant. Faut-il baisser les taux en Europe et aux États-Unis ? Le chiffre de la semaine, c'est 0. C'est un rapport qui est paru d'un obscur, on va dire, cabinet d'analyse et qui explique que le nombre d'emplois créés par l'IA, ça va être 0, mais qu'il va y avoir des millions d'emplois détruits. En deuxième partie de l'émission, entre l'Iran à nouveau, évidemment, on en parle, et l'IA, où va la bourse ? Toujours la même question que la semaine dernière. Quel est le placement de la semaine, le top ou le flop ? Le top 3 des gérants pour 2026 et des actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission, et celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, il faut des invités vraiment exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. On l'a vu avant l'émission, cette émission est parfois trop décalée et elle a besoin d'un comité de sages. Et je propose votre candidature à la présidence, Hervé Gouletker. En attendant, vous êtes advisor chez Accuracy. C'est un honneur pour moi, Marc. Il connaît parfaitement les valeurs moyennes cotées à Paris et murmure à l'oreille des patrons, des entrepreneurs. Eric Lewin, vous êtes stratégiste action chez Bourse Direct. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Marc. En forme ? Ouais, plein de forme. Les marchés sont au plus haut historique, notamment le CAC. Le CAC Small se porte bien, tout va bien. Et puis on a un parterre sympathique. Il fait partie du binôme star d'une société de gestion star de Paris, André Schkavalek. Bonjour. Merci d'être venu. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes directeur général de Moneta AM et je rappelle que vous avez fait des performances totalement exceptionnelles l'année dernière. Pourvu que ça dure. Mais et ça dure pour l'instant. Et ça dure. En début d'année, se passe comment ? Le début d'année se passe très très bien. On fait selon les fonds entre 4 et 8%. Ah oui, quand même. Donc c'est le marché plus. Voilà. Mais rappelez-nous l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment. Alors l'année dernière c'était entre 25 et 30 pour les fonds longs, et le fonds long short qui n'a qu'une exposition de 40% au marché a lui fait plus de 20%. Bravo. Formidable, j'espère que la collecte a suivi. La collecte commence à frémir, et plus que frémir, elle pourrait bouillir. Bon, bah, tant mieux. Et bouillir ah, là, c'est énorme, ça. Il est unique, immense, monumental, avec une intelligence humaine que ne pourra jamais remplacer l'intelligence artificielle et une culture économique et historique qui lui permet d'être le seul à faire le parallèle entre la crise de la dette de 2008 et la révolution sexuelle chez l'homme de Néandertal. Joignez-vous à moi pour accueillir Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. La présentation évolue, là. On est carrément dans le délire, là, maintenant. Non, j'ai trouvé ça très proche de la réalité, non pas... Oui. Non, il y avait un élément qui était un peu exagéré là-dedans. Oui, l'auditeur appréciera. Allez, le mot de la semaine, USA. Trump a délivré son discours sur l'état de l'Union. C'était un discours fleuve. On serait cru devant les grandes heures de Castro à Cuba avec un seul message. Jamais la situation économique américaine n'a été aussi bonne. Jamais. De toute l'histoire. C'est fantastique, c'est great, c'est exceptionnel, il pourrait dire. Durée du cycle de croissance, inflation, pouvoir d'achat, pour lui, tout est vert et même rose. Alors, Hervé Gouletker, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment ? On sait que l'exagération est tout de même dans les caractéristiques de Donald Trump. Donc, dans tous les cas, vous devez passer ça à ce filtre-là. Quand on enlève le filtre, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, la croissance 2025, donc la croissance de la première année du deuxième mandat, 2,2%. Ça va ? C'est au niveau du potentiel de croissance. Qu'est-ce qu'on peut extrapoler ? C'est sans doute même un peu au-dessus. D'accord. Donc, à ce titre-là, on peut dire c'est bien, mais c'est juste bien. Je vous interromps une seconde. Sur la notion de cycle économique de croissance le plus long de l'histoire, il a raison, là. Non, on est à 6 années de phase haussière du cycle. Elle a démarré après la Covid, donc 21, et puis on est dans la 6e année. Les phases les plus longues, c'est les années... La phase la plus longue, c'est les années 90, ça a été 10 ans. C'est pas compliqué, hein. Une phase haussière longue, s'il n'y a pas un choc extérieur, c'est une inflation stable,
à un niveau qui maintient les anticipations stables aussi. Pour le moment, du côté des anticipations, on n'est pas complètement sûr. Donc en fait, Donc croissance, on peut dire, bon, il ment pas trop, il exagère. mais en fait, le point qu'il n'a pas soulevé, Oui. c'est que si on compare 2025 à l'année précédente, Ouais. 2024, on avait fait 2,4%. Et sur les 4 années du mandat de Biden, la croissance moyenne doit être autour de 3,5. Alors certes, la première année, 21, c'est la sortie de la Covid. Mais vous prenez les 3 suivantes, vous êtes quand même à 2,7, 2,8, 2,7 je crois. 2,7, c'est 0,5 points de plus que les 2,2. Exagération sur la croissance. Sur l'inflation, il dit j'ai rendu du pouvoir d'achat aux Américains. Alors, c'est vrai que sous tout le mandat Biden, on a dû commencer à 6,5, sortir de la Covid, pour finir à 2,5 en 24 et en 25, on refait 2,5. Donc, il peut dire qu'il a réussi à normaliser les prix. Presque, pas entièrement, puisqu'on sait que la cible serait plutôt à 2. Donc oui, Ça va. il est vantard, Il est mais vantard, pas mais trop. il n'a pas une mauvaise note là-dessus. Il exagère. Il a un 14 sur 20, il dit qu'il a 20, mais il a 14 sur 20. Allez. Et par contre, ce qui passe totalement à la trappe, c'est déficit public, Voilà. déficit commercial. Si on raisonnait en grands équilibres macroéconomiques, du côté de l'emploi, finalement, on a un chômage à 4%. Ça va. Bon, ça va, mais comme il a quand même mis à la porte pas mal de monde, en fait, ça l'aide un peu, parce que le marché de l'emploi n'a pas été très dynamique, il faudra qu'on reparle de ça. Et puis sur les déficits, qu'ils soient des comptes publics, qu'ils soient de l'extérieur, là, c'est quand même très, très mauvais. Donc l'image d'ensemble, ça reste même une économie qui, même à 2,2%, avec un déficit budgétaire extrêmement important, croît peut-être un peu vite. Sinon, on n'aurait peut-être pas le déficit extérieur que Vous lui l'on a donnez aujourd'hui. combien sur 20 pour sa première année de mandat, juste sur l'économie? Alors, si on est en diagnostic conjoncturel, Ouais. qu'est-ce qu'il a fait de la croissance à court terme? Bon, c'est honorable, ça vaut 12. Est-ce qu'il prépare l'avenir aujourd'hui? Là, c'est pas certain. J'ai quand même l'impression Il n'aura pas la moyenne. que la préparation de l'avenir était mieux faite avant que maintenant. Et à l'élève Trump, Jean-Marc Daniel, vous donnez quelle note? Une très mauvaise note, et d'ailleurs je ne serais pas le seul, puisque au moment même où il faisait sa conférence, la directrice du FMI commentait le rapport article 4 du FMI sur les États-Unis. Vous savez, tous les ans, le FMI fait un état des lieux des grandes économies, ce qu'on appelle les rapports article 4, et quand il s'agit des États-Unis, c'est la directrice générale de l'institution qui parle elle-même, et elle a dressé, avec un ton extrêmement mesuré, un tableau assez apocalyptique de la situation américaine. On va voir une dette publique qui va atteindre les 150% à l'horizon 2030. On a un déficit commercial qui, malgré des droits de douane très élevés, n'arrête pas de se creuser. Donc elle a véritablement expliqué que les gens ont du mal à admettre, mais que le mécanisme des doubles déficits est un mécanisme essentiel dans l'économie, et que ce mécanisme est totalement théorisé, montré et actualisé par les États-Unis. Les États-Unis représentent à l'heure actuelle un peu plus des 2/3 des déficits extérieurs cumulés de la planète, c'est-à-dire que l'excédent chinois que l'on met en avant, en fait, n'a de sens, n'existe que parce qu'il y a un déficit américain. Et elle dit, il y a une perte de contrôle de l'économie américaine. Elle emploie ces termes-là. Elle dit que l'économie américaine n'est plus sous contrôle, avec comme conséquence que la seule réponse qu'elle apporte, cette économie américaine, c'est des droits de douane, qui est la pire réponse que l'on puisse apporter. Donc elle est sous emprise de Jean-Marc Daniel. Mais c'est-à-dire que... On a l'impression de voir du Jean-Marc Daniel dans... Ça m'a rassuré, Alors, par contre, quelque part. Ça montre qu'il n'y a pas que Jean-Marc Daniel, pour parler à la troisième personne concernant dans un style à l'aile de l'eau, il n'y a pas que Jean-Marc Daniel qui a repéré que le déficit extérieur est directement lié au déficit budgétaire. Vous êtes d'accord avec moi que les réponses qu'elle donne et les conseils qu'elle donne aux États-Unis, c'est quand même c'est Miss France, quoi. C'est-à-dire, vraiment, il faut augmenter les investissements industriels, il faut faire de l'immigration choisie, il faut réduire la consommation. Ah, c'est un peu, oui, il faut plus de guerre dans le monde. Et, oui, ce qu'elle dit, c'est qui est assez convenu, mais ce qui est essentiel dans ce qu'elle dit, malgré tout, c'est quand même le fait que tout ce modèle intellectuel qui n'arrête pas de dire il faut augmenter la consommation parce que ça va faire de la croissance et tout ça, ce modèle intellectuel est derrière nous. Ça. Et ce qu'elle dit, il n'est pas derrière nous.
il ne fonctionne plus, mais il fonctionne pas. C'est le modèle français. C'est le modèle français et ça fonctionne aussi mal en France. C'est le modèle aussi britannique. Ça fonctionne aussi mal au Royaume-Uni. Et ce qu'elle dit bien, c'est qu'en particulier sur la réindustrialisation et tout ça, si vous reprenez le rapport, elle dit bien que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Vu le coût du travail aux États-Unis, ce qui est aussi le cas en Europe, vous n'allez pas entrer immédiatement en concurrence avec les pays qui sont en train d'industrialiser, pas de se réindustrialiser. On a l'IA. Eric Lewin. Moi, je mets une mauvaise note. Il faut rajouter les destructions dans l'emploi manufacturier. Ça fait plus de 100 000 emplois depuis 2025. Et puis moi, je trouve que l'économie américaine, elle tient pour l'instant. Mais parce que l'IA tient, quand vous regardez les chiffres du 4e trimestre 2025, il y a la consommation des services qui a tiré un peu la croissance et surtout l'investissement dans l'intelligence artificielle. On prévoit 650 milliards. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un crack sur le Nasdaq. Il ne faudrait pas qu'il y ait un ralentissement dans l'IA. Sinon, moi, je pense que l'économie américaine peut être au point zéro parce que la consommation des ménages patine et on a de plus en plus une économie en cas. L'archétype de ce que je pense comme étant une forme de pensée, je veux pas qui est totalement obsolète. C'est-à-dire cette vision keynésienne comme quoi la consommation tire la croissance, c'est contre ça qu'elle s'est... Sauf que Jean-Marc, c'est quand même 65% du PIB. Donc si on a une consommation qui patine, on aura une économie qui patine. Oui, mais Jean-Marc vous dit il vaut mieux pas de consommation avec une croissance qui baisse parce que finalement vous avez moins de destruction de richesse, non ? Non, je dis que c'est pas la non, mais ce modèle qui est un modèle qui est issu des années keynésiennes dans lequel effectivement c'était la demande et on disait c'est la consommation parce que c'est la demande qui tire la croissance. Ce modèle est en train d'être vous prenez le dernier numéro de l'American Economic Review. La plupart des articles sont en train de dire il faut revenir à Jean-Baptiste C et oublier Keynes. C'était revenir à cette idée que c'est le travail qui est l'investissement, le travail, les gains de productivité. Même Krugman, qui est quand même l'archétype du keynésien, dit ce modèle sur la consommation est absurde. Ce qui fait la croissance, c'est les gains de productivité. Et donc là où je rejoindrai le problème, c'est le problème sur la tech. Est-ce que la tech va devenir des gains de productivité ou est-ce que la tech ne va pas faire des gains de productivité? La réponse est oui, d'ailleurs. C'est l'économie américaine qui va stagner cette année. Si on a le moindre choc sur la tech américaine. André, qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat? Alors, moi, je voulais peut-être revenir sur les États-Unis et sur les accomplissements de Trump et peut-être une façon de le mesurer. Alors, je n'ai pas les mêmes statistiques qu'Hervé, mais je me fie à un seul bureau, c'est le Congressional Budget Office, voilà, qui faisait des statistiques de prévision économique sur 25, 26, 27, et je prends celle de fin 24, et donc on avait une croissance de 1,9 pour 25, 1,8 pour 26 et 1,8 pour 27. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ? Trump a annoncé son Big Beautiful Bill, qui a quand même, il faut le savoir, aggravé le déficit budgétaire. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Le déficit qui était déjà à 6, il passera plutôt à 7 en 26. Et en 27, c'est même 1,5 point supplémentaire. Donc, on a rajouté du charbon dans la locomotive. Et pendant ce temps, il y a eu plutôt des révisions à la baisse pour 25, parce que ce même bureau, les mêmes prévisions à fin décembre, donnent une fourchette entre 1,5 et 1,9. Donc on aura plutôt un effritement de la croissance en 25, une petite amélioration en 26 et rien en 27. Donc ça veut dire que sans cette relance budgétaire massive qui est insoutenable, puisqu'on a cité les chiffres de dette qui sont insoutenables, bah, l'économie, elle aurait complètement dérapé. Et donc ça, c'est, je pense, la meilleure illustration de ce qui se passe aux États-Unis. C'est quand même une économie qui s'affaisse. Et la bourse ne s'y trompe pas, puisqu'elle patine aussi depuis maintenant quelques semaines. Alors, puisqu'on vous a, c'est quand même, on sait que vous avez une double culture. Quand vous voyez, je fais une petite parenthèse, la Pologne aujourd'hui qui est présentée comme un modèle, comme une référence aujourd'hui de modèle économique. On dit même, à l'époque on parlait du plombier polonais, aujourd'hui on parle de l'investisseur polonais, puisqu'on est en train de dire qu'il va y avoir des investissements polonais en Allemagne notamment. Ça vous inspire quoi? C'est quand même un retournement de situation qui est complètement dingue, quoi. Alors, il faut voir d'où la Pologne vient. C'est aussi, en grande partie, un rattrapage. Enfin, la croissance économique, c'est un rattrapage, puisqu'on partait d'une base très faible. Mais il y a quand même quelques petites recettes dont le monde occidental pourrait s'inspirer. Au global, si je compare les modèles économiques, la Pologne est un peu moins bureaucratique et un peu plus allante. La consommation est un peu plus fiscalisée qu'en France. TVA à 23, la France à 20. Ça, c'est quand même bien. On y travaille plus, comme le veut Jean-Marc.
plus, on travaille plus en nombre d'heures. Et aussi, la richesse et la réussite est rewardée. C'est aussi un pays très catholique, vous voyez, donc avec tous les défauts enfin, c'est pas un pays protestant, mais on accepte la réussite. Socialement, on l'accepte. Et quand on classe tous les pays dans l'acceptation de la réussite, la Suède ressort en premier et la Pologne en deuxième en Europe. Et donc, ça veut dire que les entrepreneurs sont quand même motivés à travailler. Pas stigmatisés. Et pas stigmatisés. Voilà. Et donc, je dirais, je vois pas d'autres recettes miracles, mais c'est quelques petites recettes qui peuvent être très facilement appliquées. Alors après, il faut bien sûr du courage politique, mais c'est ça peut-être qui engendre toute cette croissance. Jean-Marc Daniel, vous parlez toujours du Congo et de l'Inde, mais de la Pologne quand même. Alors, la Pologne, là où je rejoins ce que vient d'être dit, c'est qu'effectivement, c'est du rattrapage. Il faut voir dans quelle situation. C'est toujours bien. Oui, j'entends bien. Il y a des gens qui se rattrapent jamais. Oui. Entre 1948 et 1989, elle se rattrapait jamais. Il faut voir dans quel état elle était la Pologne en 1989 quand même. Et donc, il y a eu une remontée spectaculaire de l'économie polonaise, mais la réserve de croissance de l'économie polonaise, c'est comme en Inde. Ce qui est intéressant, c'est que la Pologne, c'est 4 fois plus de paysans que la France. C'est-à-dire, il y a 4 fois plus de paysans en Pologne qu'en France. Le véritable grand exode rural qui est encore à venir en Europe, c'est la Pologne et la Roumanie. Et donc, alors la Roumanie... Donc des poches de croissance futures. Donc des poches de croissance futures. Et la Pologne, elle vit là-dessus. Elle vit effectivement avec une monnaie qui est en permanence ajustée véritablement dans un objectif de faire de la compétitivité par le change, et avec encore une modification considérable de sa population active. Donc c'est pas encore tout à fait le bon modèle. Mais c'est un modèle de rattrapage. C'est un modèle de rattrapage. C'est un modèle pour le Congo. Juste petit commentaire, parce que franchement, il n'est pas venu en sabot. Non, il sur a les un costard agriculteurs avec une cravate et vous le traitez de paysan. Mais j'ai rien contre les paysans. Je constate qu'il y a 4 fois plus de paysans pour le Juste 2 chiffres sur l'agriculture. La France, principal pays agricole de l'Union européenne, excédent commercial agricole 0. La Pologne, avec les chiffres que vous avez cités, excédent commercial 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros d'excédent commercial agricole, avec ce que vous citez. Allez, on passe à la question d'après. Je voudrais rajouter une chose. C'est qu'il y a d'intéressant sur l'agriculture, c'est que la Pologne, c'est effectivement 4 fois plus d'agriculteurs, c'est 2 fois moins de subventions de l'Union européenne au titre de la politique agricole commune. Et donc là où je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est que le problème de la France, c'est quand même qu'elle a un secteur agricole qui est particulièrement peu performant. Qui est public, en fait. Qui est totalement public. C'est une administration. C'est européen, en fait. Oui. Allez, la question macro de la semaine. Faut-il baisser les taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'écoutais depuis des mois, des années, un économiste brillant, connu, sur le plateau de BFM Business, qui répétait en boucle, il n'y a pas d'inflation. Et donc, qui répétait, évidemment, s'il n'y a pas d'inflation, il faut baisser les taux d'intérêt. Et puis un matin, je me lève et puis je lis les Échos. Et puis dans les Échos, je vois l'édito du même économiste qui dit, en fait, non, je me suis pas trompé, il n'y a pas d'inflation, mais par contre, j'ai changé d'avis. Il faut plus baisser les taux d'intérêt. Cet économiste s'appelle Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, expliquez-vous. Mais je m'explique très simplement. C'est-à-dire que je considère qu'effectivement, il y a eu une période où, au contraire, il fallait monter les taux quand on était dans la période du quantitative easing, quand on était dans la période des taux négatifs. Donc, on a monté les taux à ce moment-là, en prenant prétexte, effectivement, une déformation des prix, dont je disais urbi et torbi que ce n'était pas de l'inflation. D'ailleurs, Madame Lagarde, à la tête de la BCE, disait c'est une hausse temporaire. Donc, et maintenant, elle dit qu'elle voit de l'inflation. Oui, alors, c'est assez confus ce qu'elle dit. Ça a toujours été plus ou moins confus. Mais là, ça devient... Mais c'est confus dans son esprit aussi. Ça, j'en sais rien. Ça, je vous laisse le soin d'assumer vos propos. Mais donc, je reviens à ce que... Donc, les taux ont monté, et donc, ils sont montés de façon excessive par rapport à la réalité économique. Okay. Et puis après, ils ont commencé à baisser, et maintenant, ils sont arrivés à un taux d'équilibre. Il n'y a pas d'inflation, Jean-Marc Daniel. Pourquoi on a des taux à 2% s'il n'y a pas d'inflation? Si Jean-Marc Daniel dit il n'y a pas d'inflation, pourquoi Jean-Marc Daniel dit il ne faut pas baisser les taux? Parce que le rôle des taux d'intérêt, ce n'est pas de lutter contre l'inflation, c'est d'assurer l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Oui. Et donc, pour qu'il y ait un équilibre entre l'épargne et l'investissement, il faut aussi tenir compte du fait que c'est un coût pour l'investisseur, et donc il faut des taux d'intérêt les plus bas possibles, mais c'est un revenu pour l'épargnant, et pour inciter l'épargnant à épargner, il faut des taux d'intérêt donc c'est que pour ça. Plus élevé. Et donc, pour remonter le taux du livret A, en fait, votre truc. Non, pas du livret A, de l'épargne en général, parce que l'épargne, ce n'est pas uniquement le livret A. L'épargne, c'est un mécanisme assez complexe, notamment en France d'ailleurs, qui est une situation où on manque d'épargne, puisqu'on a un déficit dans notre balance des paiements courants, qui est certes juste... on est juste à l'équilibre. C'est pas mal quand même. On est revenu... Ah non, mais attendez, vous ne pouvez pas tout balancer. Non, mais on n'y arrivait pas à l'équilibre, je reconnais, mais non, mais encore une fois... Vous nous expliquez en permanence qu'à la balance des paiements
quatrième courant, c'est important pour une fois qu'on a un équilibre. Et alors, je vais conclure juste pour dire que dans le papier en question, que je recommande, donc de façon là aussi, puisque je parle de moi à la troisième personne maintenant, que je recommande dans ce papier, j'explique que il y a 3 personnes qui ont eu le prix Nobel d'économie pour expliquer, donc c'est Solow, c'est Maurice Allais, le français, et c'est Edmund Phelps, donc de 3 écoles différentes. Solow et Phelps étant plutôt keynésiens, donc Solow keynésien pur, Phelps néo-keynésien, Maurice Allais plutôt classique, expliquant que le bon taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt qui est égal à la croissance potentielle. Et que la bonne politique monétaire, c'est une politique monétaire donc qui obéit vous à pensez ça. que la croissance potentielle de la zone euro, c'est 2%, vous? Je pense que c'est aux alentours de 2 ou 3%, oui. Volume et prix. Mais c'est la croissance en valeur et c'est le taux d'intérêt nominal. Donc, ou bien vous prenez un taux d'intérêt réel avec la croissance potentielle en volume, ou bien vous prenez le taux d'intérêt nominal tel qu'il est appliqué par les banques et vous regardez le taux de croissance potentielle Docteur en valeur. Goulet-Pierre, comment vous analysez la schizophrénie de Jean-Marc Daniel? En fait, je ne vais pas parler de la schizophrénie de Jean-Marc Daniel, mais de la schizophrénie de nous tous face à un monde qui change. Et je pense que c'est ça qui est important. Si on raisonne avec le même regard sur les banques centrales, sur la politique monétaire qu'avant, vous dites aux États-Unis, on a 2 points de croissance, on a une inflation qui est à 2,5, alors une évolution des prix, on ne va pas ouvrir le débat, à 2,5, et vous dites avoir des taux d'intérêt des banques centrales à 3,50, 3,75, finalement, on est déjà dans la neutralité et le potentiel de baisse est faible. Et si vous regardez l'histoire, quand on a une croissance en valeur, effet volume, effet prix, à 5%, des baisses de taux directeurs de la Banque centrale américaine dans ce contexte-là, il n'y en a quasiment pas. D'accord. Donc, et en Donc Europe, vous dites comme Jean-Marc Daniel, ou? En fait, si on est dans le raisonnement classique, on dit le potentiel de baisse aux États-Unis, il est faible. En Europe, on est encore plus bas. Alors c'est vrai avec un peu moins d'inflation, un peu moins de croissance. Le potentiel de baisse des taux est aussi très faible. D'ailleurs, si on voit les anticipations de marché, il n'y a rien en Europe et il y a peu aux États-Unis. Par contre, là où vous pouvez défendre la baisse des taux d'intérêt, je vais partir. Si vous changez de regard, vous dites l'économie est en train de changer, oui. Demain on va avoir des gains de productivité, oui. Donc les prix seront encore moins une histoire demain qu'aujourd'hui, et il faut donner sa chance à la croissance, ce que Greenspan faisait il y a une quarantaine d'années par rapport à aujourd'hui. Et dans ce cas-là, vous entrez dans une logique différente et vous vous dites, eh bien, je peux avoir le courage de baisser les taux d'intérêt. Ça s'appelle de la vision. Le débat, mais la vision, alors qu'on est dans un monde extrêmement confus, c'est compliqué. Mais en fait, c'est comme si vous dites, quand on est capitaine d'un bateau dans la tempête, il faut quand même avoir un cap, non? Mais des banquiers centraux qui ne soient pas un peu conservateurs et orthodoxes, il n'y en a pas beaucoup. Eric Lewin. Non, mais moi je regarde surtout je trouve que les taux courts, c'est plus du tout un market mover sur les marchés. Okay. Franchement, on s'y intéresse pas tellement. Vous avez vu que le spread entre la France et l'Allemagne est à 56 points de base, qu'aux États-Unis, le 10 ans est à 4%, même en dessous des 4%, il est au plus bas depuis un an. Regardez si on regarde plus. Non, mais ça veut dire que c'est plus tellement un market mover. C'est-à-dire que tout le monde se doute qu'il y aura sans doute 2 baisses des taux aux États-Unis cette année, que la BCE fera pas grand-chose. Il n'y a plus tellement d'impact. C'est-à-dire que c'est réservé à des économistes comme Jean-Marc et Hervé qui sont des têtes pensantes. Mais sur les marchés en tant que tels, on regarde plus tellement les taux. On regarde l'Iran, vous en avez parlé, bien sûr, l'intelligence artificielle. Mais quand les taux longs américains remontent, il y a quand même un peu de nervosité. Quand les taux longs remontent, on l'a vu en avril dernier avec Jamie Dimon qui avait dit à Trump arrête tes folies sur les droits de douane, bien évidemment. Mais là, on a vraiment les adjudications se passent bien et puis les taux ont tendance quand même à baisser malgré le fait que les pays soient en très net déficit budgétaire. Vous partagez cet avis Alors oui. Moi, je trouve que les taux trop bas, ça engendre des bulles. On l'a vu, bulle immobilière, bulle du private equity. Les cryptos sont un produit d'une période de taux bas et aussi peut-être bulle des finances publiques. Alors tout le monde se devinera à qui je pense. Ça n'incite pas les gouvernements à de la discipline. Donc des taux trop bas, ce ne sont pas nécessairement des cadeaux à l'économie. Je vais juste donner une statistique parce que sur les taux bas et tout ça, c'est effectivement sur ces passés, on est en train de revisiter la période Greenspan puisqu'il va avoir 100 ans la semaine prochaine. Et donc il y a toute une littérature autour de ce qu'il a fait et on s'aperçoit qu'effectivement, jusqu'en 2001, jusqu'aux attentats du 11 septembre, il a mis une politique
assez maîtrisé. Et puis à partir du 11 septembre, il a commencé à lâcher, ce qui a provoqué indirectement la récession de 2008-2009. La crise de 2008-2009, c'est les bulles, c'est l'explosion des bulles dont on vient de parler. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que dans la suite, quand Greenspan s'en va, la masse monétaire mondiale calculée par le FMI représente 100% du PIB. Aujourd'hui, elle représente 145% du PIB. C'est-à-dire qu'on a maintenu des taux au travers des politiques de quantitative easing et des taux très bas. On a financé des déficits publics avec comme résultat une explosion monétaire sans croissance et donc avec des bulles. Messieurs, je vous trouve... Complaisant. Complaisant. Non, pas du tout. Je vous trouve dans une situation tout à fait inquiétante parce que vous avez en face de vous des actifs dont les prix ont considérablement augmenté et donc le jour où la bulle va exploser, comme vous l'avez dit, on a des sociétés rentables quand même. Allez, on passe tout de suite en deuxième partie de l'émission. Pas comme dans la période de la bulle. Hervé, aidez-moi à mettre un peu d'ordre. Nous allons parler d'intelligence artificielle pour voir comment ça transforme. Allez, on se retrouve en deuxième partie. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. Je suis pas sûr d'être là. BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino. Ils m'ont rattrapé dans le couloir, mais j'étais déjà parti, quoi. Il faut remonter les taux, il faut plus les baisser. Enfin, on dit une chose et son contraire. Il faut plus les baisser, on n'a pas dit. Jean-Marc Daniel nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais qu'il ne faut pas baisser les taux. Et puis Hervé Goulet-Kiar dit il a raison. Et puis même les gérants se mettent de son côté. Bon, enfin, bon, je vais laisser tomber cette émission. Allez, on va parler tout de suite des marchés. Et bon, évidemment, cette semaine, ça a encore énormément bougé. Alors, avec une performance encore remarquable du CAC 40 qui est en hausse, avec même depuis le début de l'année, on est quasiment à 6%, c'est quand même incroyable, alors que le S&P est quasiment à zéro, le Nasdaq est un peu en baisse. Cette semaine, il y a eu un événement important, alors c'est une note d'analyste sur l'IA. Vous savez qu'on parle beaucoup d'IA, évidemment, dans les marchés, c'est normal, ça me choque pas. Une note d'analyste qui, Eric Lewin, nous expliquait que globalement, il n'y allait plus avoir d'emploi et qu'il allait avoir des secteurs entiers qui allaient disparaître. Ça vous a inspiré quoi? Est-ce que vous, tout de suite, quand vous lisez ce type d'analyse, vous vous jetez sur la liste de vos valeurs en vous disant mais quelles sont celles qui vont se faire massacrer? Les valeurs avaient déjà baissé. L'analyse vient bien après la baisse des valeurs. Je vous rappelle que depuis un mois et demi, on veut plus d'informatique. On veut plus de publicité, on veut plus d'éditeurs de logiciels parce qu'on se dit qu'on n'a plus besoin d'éditeurs de logiciels. Maintenant, ce rapport, ça me fait penser, vous vous rappelez, quand on était ensemble dans les années 2000, il y aurait avec Internet plus de centres commerciaux, il y aurait plus de banques, la presse serait morte, il n'y a plus de distribution et on n'a pas eu tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est pas la mort de tous les secteurs, mais c'est peut-être une redistribution du travail qui sera un petit peu différente. Regardez dans les éditeurs de logiciels, moi, mes copains qui sont patrons d'éditeurs de logiciels, des boîtes cotées, me disent qu'ils se servent justement de l'intelligence artificielle pour optimiser les logiciels. Oui, d'accord, mais et on ne voit pas une boîte, non attendez, vous ne voyez pas Danone, vous ne voyez pas des boîtes comme ça se passer des grands éditeurs de logiciels. Parce que c'est très compliqué de se remettre avec en conformité, c'est très cher. C'est ce que disent les grands. Non, mais la question, c'est pas tellement de se dire est-ce que ça va disparaître. La question, c'est que vous allez rappeler probablement les deux, que les éditeurs de logiciels se valorisaient entre 20 et 40 fois. Ok, donc ça vaut 15 à 17 fois, mais c'est pas la mort des éditeurs. D'accord, mais c'est pas la mort. Quand vous voyez Dassault Systèmes qui vaut 14 fois les bénéfices, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer du logiciel Katia? Non, moi je crois pas. Mais peut-être que c'est à son prix, 14 fois. Peut-être que ça a son prix, mais Katia va se servir de l'intelligence artificielle. C'est ça le débat. Le débat, c'est pas de dire est-ce que Dassault Systèmes va disparaître, c'est de dire est-ce qu'on doit payer Dassault Systèmes 40 fois les résultats. C'est peut-être le moment de revenir sur ces secteurs complètement martyrisés, complètement maltraités. La publicité, quand vous voyez un titre comme Publicis, vous vous dites est-ce que c'est pas le moment de revenir alors qu'il vient de perdre 40% en ligne droite? On a quand même toujours besoin de créatifs dans l'intelligence artificielle, dans la publicité. Donc certes, ça va disrupter, mais moi je crois que les gros... mais c'est déflationniste, c'est-à-dire que simplement... Mais Walmart en 2000 était là. C'est toujours Walmart. Ce qu'on est en train de dire globalement, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de tâches que vous pouvez faire quasiment gratuitement à travers l'IA et qui étaient payées avec des marges relativement élevées. Donc on n'est pas en train de dire que ça va disparaître. Les banquiers au guichet, ça peut disparaître, ce genre de truc, mais plus vous montez en gamme, plus je pense que c'est compliqué à disrupter. Qu'est-ce que vous pensez d'abord, quand vous avez eu ce rapport, vous vous êtes dit c'est une blague? Alors c'est marrant, ce rapport, je pense que c'est vraiment un rapport typiquement américain, puisque c'est une économie sans redistribution ou avec une faible redistribution. Et en gros, ce type de rapport n'aurait pas pu être écrit en Europe, parce qu'en fait, qu'est-ce que dit le rapport? En gros, qu'on aura des gains de productivité massifs grâce à l'IA,
et que tous ceux qui gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent dans certains secteurs vont devenir totalement pauvres, et il y a des zones entières qui vont se paupériser, et puis du coup ça va entraîner une déflation. Alors peut-être, mais dans un modèle tel qu'on a en Europe, où les gains de productivité sont quand même partagés dans la société, c'est pas nécessairement un scénario catastrophe comme ça qui se passera. Donc moi je dirais, c'est peut-être une vision pessimiste. D'ailleurs à la fin, le type il met dans la fin de son rapport que ce n'est qu'une vision possible. Et donc c'est ça a eu le mérite de lancer le débat. Voilà, tout à fait. Alors moi je pense, pour revenir sur les valeurs et sur l'IA, et pour un peu compléter la bourse, pour compléter ce qu'a dit Eric, je pense qu'il y a 4 catégories de valeurs par rapport à l'IA. Et donc, il faut vraiment les prendre, les 4 catégories, les unes après les autres. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors, prenons les premiers tout en haut, ce sont ceux qui nous fournissent les solutions IA, ce sont les grandes sociétés de la tech américaines qui avant bénéficiaient de marges délirantes parce qu'elles avaient à la base un modèle avec des coûts fixes très faibles et tout incrément de chiffre d'affaires venait en marge. Et puis maintenant, elles se transforment un peu en utilities parce qu'elles doivent investir des sommes absolument folles pour rester à la page, et donc quelque part on aura un peu, peut-être à l'avenir, ce de-rating de valorisation tel qu'on l'a illustré sur Dassault Systèmes. Donc moi je dirais, cette catégorie de valeurs, il faut plutôt la fuir, et les marchés plutôt la fuient en ce moment. Ensuite on a les fournisseurs de pioches et de pelles. C'est ceux qui aident à la révolution, donc c'est les fabricants de semi-conducteurs. Ce sont en Europe les fabricants des installations électriques, par exemple Schneider Electric, c'est un titre qui parle à tout le monde. Et là, je pense que ce sont des gagnants clairs, parce que c'est eux, ils gagnent à coup sûr, parce qu'ils doivent équiper ces centres, et donc ils vendent les pioches et les pelles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les AI losers, donc c'est ceux dont l'arrivée de l'IA va bousculer très fortement le business model. On a cité, Eric l'a cité, ce sont les fabricants de logiciels, ce sont les centres d'appel, ce sont les médias, ce sont la publicité. Je dirais, dans le doute, le marché vend aujourd'hui les titres. Il vend et il réfléchit après. Voilà, et je pense qu'il faut à ce stade rester dans cette logique-là, puisqu'honnêtement, on ne sait pas de quel gain de productivité on parle, on ne sait pas comment ils vont être redistribués, on ne sait pas si certains ne vont pas carrément disparaître, et honnêtement, le marché n'aime pas le doute, et tant que ce ne sera pas clair, je pense, la valo n'est pas un support. 14 fois les résultats, c'est encore très cher pour une boîte qui va disparaître. Regardez Téléperformance, ça vaut 4 fois les résultats. C'était une boîte de CAC 40. Et ça continue à baisser. Et ça continue à baisser. C'était une boîte du CAC 40 il y a 4 ans. Et la quatrième catégorie, ce sont les AI winners, et je vais donner ici un exemple très clair que tout le monde pourra comprendre très facilement. Je prends un business traditionnel, les maisons de retraite. Les maisons de retraite, donc ça c'est Emeis par exemple, 6 milliards de chiffre d'affaires. Sur ces 6 milliards de chiffre d'affaires, les 2 tiers partent en salaire. C'est quoi? C'est les salaires de qui? Essentiellement des infirmières, comme vous savez. Moi j'étais choqué de découvrir qu'une infirmière aujourd'hui en France passe entre 40 et 50% de son temps à remplir de la paperasserie. Vous voyez? Donc des ordonnances, des bilans de visite, des comptes rendus pour la Sécu, etc. Bien sûr, cette paperasserie, elle est nécessaire parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Mais demain, avec un banal outil Voice to AI, elle pourra passer beaucoup moins de temps à rédiger cette paperasserie et donc passer beaucoup plus de temps auprès des patients, c'est ce qu'on lui demande. Et donc, les gains de productivité pour cette société vont se chiffrer sans doute en dizaines, peut-être en centaines de millions d'euros. Alors, on verra dans combien de temps, parce que ça va prendre tout ça beaucoup de temps, il faut révolutionner les process. Mais cette société traditionnelle, dans un business totalement traditionnel, va voir sa productivité totalement augmenter. Et donc, c'est un AI winner clair dans une industrie traditionnelle. Merci, franchement, c'était très intéressant. Le rapport dit un truc assez intéressant. Il dit globalement... jusqu'à présent, on valorisait, Jean-Marc Daniel, l'intelligence humaine parce que le stock d'intelligence humaine était limité. Et là, on lui dit, globalement, on est en train de créer un concurrent d'une certaine forme d'intelligence jusqu'à un certain niveau d'intelligence humaine, et ce stock devient illimité. C'est comme si on découvrait le moyen de miner de l'or, qui est l'équivalent de l'or, de façon illimitée. Et donc, la valeur du bien intelligence humaine soit disparaît,
soit baisse de façon significative. Ça vous inspire quoi? Moi, je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est assez artificiel comme raisonnement. Ok. Merci. D'abord, il y a toujours eu, à chaque fois qu'il y a eu un progrès technique, des gens qui ont annoncé que c'était la catastrophe. Ouais. Hein. En économie, on ne dit pas catastrophe, on dit un changement de société. Non, plus qu'un changement de société, c'est la disparition de tout un tas d'emplois. Et donc une société dans laquelle il y aura effectivement des endroits où on produira, où on travaillera, et puis des millions de gens qui seront les gens sont comme vous, quoi. Ils travailleront 2 jours par semaine. Voilà, exactement. Qui seront plus ou moins... Vous êtes heureux, là. Oui, tout à fait. Imaginez que tous les Français soient dans votre cas. Oui, mais pourquoi pas? Mais effectivement, je pense d'ailleurs qu'il y a un droit à la paresse. Il y a même des hommes politiques réputés qui ont remis en avant ce concept. Mais les économistes parlent de Manuel de Sismondi. Sismondi, c'était quelqu'un qui écrivait au début du 19e siècle que, vu l'évolution de l'industrie textile, il arriverait un jour où le roi d'Angleterre, en tournant une manivelle, arriverait à produire tout ce dont a besoin le peuple anglais. Et qu'est-ce qu'on ferait des ouvriers, des tisserands, des ouvriers du textile? Et il disait, il faut arrêter ça tout de suite. Or, effectivement... Or, il n'y a plus d'ouvriers du textile. Il n'y a plus d'ouvriers du textile, mais il faut autre chose. Oui, mais il faut autre chose. Il y a autre chose. Ils ne sont pas à la rue en train de mendier, ils font autre chose. Et donc, il y a effectivement... Le deuxième élément, c'est qu'il y a cette idée qui est un héritage de ce qu'on appelait le Fordisme, c'est-à-dire que les gains de productivité, parce que la croissance économique, c'est la productivité, je parlais de Krugman tout à l'heure, qui insiste désormais là-dessus, ces gains de productivité passaient par l'augmentation des salaires. C'est-à-dire qu'on donnait du pouvoir d'achat, et c'est ce qu'on appelait le Fordisme, c'est grâce à ça qu'on se développe. Et là aussi, en ce moment, il y a toute une école qui est en train de relire tout ça, en disant, si les gains de productivité se traduisent par des baisses des prix, il y a une vraie redistribution, et cette redistribution, elle bénéficie à tout le monde, alors que les hausses de salaire ne bénéficiaient qu'aux salariés. Et en plus, ces hausses de salaire, elles étaient effectivement différenciées. Donc c'est pas un scénario catastrophe? Non, c'est pas du tout un scénario catastrophe. En revanche, il y a deux choses dans ce qui va évoluer. Je pense qu'on a un choc déflationniste avec 2 détentes. Une première détente qui est l'intelligence artificielle, les gains de productivité, et le deuxième détente, c'est mon ami le paysan indien. C'est-à-dire le paysan indien, il va faire baisser les prix aussi. Et donc c'est pas, comme il y a un choc déflationniste, on baisse pas les taux, c'est ça? C'est très cohérent. Non. Et justement, on maintient les taux pour maintenir effectivement l'intelligence artificielle, pour maintenir l'épargne, mais simultanément, comme il y a des bulles, on l'a dit, vous avez des prix qui baissent et vous avez de la monnaie qui augmente. Donc il y a des actifs, je maintiens, le véritable enjeu, ça va être la valorisation des actifs et la façon dont on va redonner aux actifs une valeur qui soit une valeur en conformité avec leur potentialité. Oui, vous vouliez réagir, Hervé? Non, il y a un point qui est important sur ce qui est en train de se passer, en partie avec l'intelligence artificielle. En 2025, à peu près toute la croissance américaine, les deux dont on a parlé, ce sont les gains de productivité, c'est pas l'emploi, c'est pas les heures travaillées. Cette inflexion haussière de la productivité, on l'avait vu avec les ordinateurs, on l'avait vu avec Internet. Par contre, on avait plus de croissance parce qu'on avait réussi à maintenir de l'emploi. Aujourd'hui, il y a une chose un peu étonnante. Voilà. Et donc, est-ce que c'est en rapport avec cette étude? Peut-être. Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'au-delà de l'économie, il y a les implications sur la finance. Et l'étude dit, ben oui, le crédit, ça va mal se passer. La valorisation boursière, ça va mal se passer. Et après, on passe à la politique économique avec l'idée que du côté du budget, tirer sur la consommation, c'est plus possible. Il faudra prélever plus sur les entreprises. Et du côté de la politique monétaire, on en a déjà un peu parlé, il faudra plus faire comme avant, il faudra innover. Donc en fait, il y a un fil à tirer qui concerne tout le monde. Un monde nouveau. Et dans ce monde nouveau, je me tourne vers les gérants et je vais leur demander quel est le placement de la semaine. Je connais la réponse d'Éric Lewin, donc je vais commencer d'abord par André. Écoutez, nous, on va vraiment prêcher pour notre paroisse et je pense que le monde a tourné et on a eu la dernière bascule qui a été faite fin novembre. Depuis maintenant 18 mois, en Europe, les méga-caps ne tirent plus l'indice. Donc les méga-caps, ce sont les 10 principales capitalisations. Par contre, c'était encore le cas en 25 aux États-Unis, mais depuis novembre, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que tout le reste de la cote qui avait souffert pendant des années, maintenant surperforme les techs. C'est un vrai changement tectonique parce que ça veut dire qu'il faut stock piquer. Voilà. Donc c'est vraiment le retour des stock pickers. Le deuxième retour, c'est le retour de l'Europe, je dirais. L'Europe a bénéficié de flux entrants
pour la première fois depuis 5 ou 6 ans en 25, et ces flux s'accélèrent. Donc on parlait d'une petite centaine de milliards en 25, et là, rien que sur les 2 premières semaines de février, on a 10 milliards par semaine qui arrivent, qui se déversent vers les actions européennes. Et enfin, le dernier, c'est le retour des small caps. Les small caps se performent. Voilà. Et donc, je dirais... Et la transition vers Eric Lewin. Ça permet de plaider un tout petit peu pour notre gestion, parce que nous faisons vraiment les 3, donc stock picker, Europe et aussi small et mid cap. Et je dirais, c'est peut-être la revanche de ce monde qui avait été... Et vous le dites avec un grand sourire. Eric Lewin. Revanche quand même de la vieille économie. Ouais, quand vous regardez, depuis le début de l'année, les plus fortes hausses, Orange, Engie, Michelin, toujours les small caps. Moi, je serais plutôt acheteur de pétrole au cours actuel pour jouer un affrontement entre l'Iran et les États-Unis, que je pense quand même inéluctable, parce que je pense que Trump va y aller. Et puis, je pense qu'il faut jouer à la volatilité. Vous savez, le fameux indice VIX, je pense que tous les gérants du monde entier devraient en avoir en portefeuille, parce que pour moi, on va avoir beaucoup de volatilité cette année. Et le pétrole, en général, monte après tout ce qui est métaux précieux. Comme on a eu une vague de forte hausse métaux précieux depuis 1 an et demi, je pense que le pétrole va suivre et pourrait gagner une quinzaine, voire une vingtaine de %, ce qui veut dire que les Vallourec, les Viridiens, les Total, il faut en avoir absolument en portefeuille. Vous avez vu, je ne vous ai pas parlé que des small caps. Non, très intéressant. Allez, on passe tout de suite au top flop, Hervé. Alors c'est un top. Et c'est un Rapide. top chinois. Les droits de douane américains sur les produits chinois, en moyenne, vont baisser de 10 points. Donc c'est une grande victoire pour la Chine. Est-ce que c'est une grande victoire pour les États-Unis par rapport à la stratégie économique développée par le président Trump? C'est pas possible, mais donc pour un le top moment, pour la Chine, c'est la Chine. et un flop pour les États-Unis. Schneider Electric, le top, 4e capitalisation française, derrière LVMH, Hermès et L'Oréal. Il y a 20 ans, c'était un spécialiste des disjoncteurs et des tableaux électriques. Ils ont complètement changé de business model. Ils sont passés des produits au service, transition énergétique, data center. Franchement, très très beau dossier. Plus haut niveau historique, 157 milliards. Alors ça vaut 30 fois les bénéfices. Mais comme va me le dire André, il y a une telle croissance que ça peut continuer à monter. Mais bravo quand même à toute cette équipe. On parle peu de ce genre de société. Parce que quand on interroge les gens sur les 5 premières capitalisations parisiennes, ils nous mettent du Total, du Sanofi. Je suis pas sûr qu'ils mettent du Schneider qui est numéro 4. André. Alors moi, je vais parler d'un flop. Mon flop de la semaine, c'est le private equity. On parlait de bulle tout à l'heure. Donc la bulle de private equity peut-être est en train d'exploser. Le catalyste étant... Alors, on sait que les acteurs du private equity sont des bonimenteurs, enfin, pour être poli. Mais là, je pense qu'ils ont du mal à résister à la vague. Et la vague qui déclenche vraiment le sell-off sur cette classe d'actifs. Je rappelle les cours des principaux acteurs du private equity, que ce soit européens ou américains, a baissé de 20% depuis le début de l'année. Cette baisse s'accélère. C'est parce qu'en fait, on soupçonne qu'ils ont dans leur portefeuille beaucoup de AI losers, beaucoup de sociétés de logiciels, survalorisées sans doute. Le stock d'entreprises non vendues dans le private equity a atteint à la fin, ça c'est des sources Bain, des montants astronomiques, 3800 milliards. C'est la décrue et je pense que peut-être on sent le sourire de la revanche. On en entendra parler dans les prochains mois et trimestres. Allez, Jean-Marc, très rapidement. Oui, très rapidement. Oui, moi, un top ou flop? C'est un top et c'est l'Argentine et son président de la République. Alors, on est en Argentine, on est à l'équivalent du mois d'août en Europe. C'est-à-dire, c'est la période où on fait passer beaucoup de réformes parce que les gens sont en vacances. Et le président Milei vient de faire passer une augmentation de la durée quotidienne du temps de travail qui est passé de 8 heures à 12 heures. Et donc, il a expliqué que c'était par le travail qu'on créait de la richesse. Et donc, c'est un double top pour moi, c'est augmenter la durée du temps de travail et poursuivre les réformes libérales. Et en même temps, il a annoncé une croissance de 4,4% contre 1,8% l'année dernière. Oui, absolument. Donc, c'est pas mal. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants avec en tête... Sébastien Corchia avec 10%, Pierre Chang en 2 avec 9,1%, Léa Dunant-Châtelet avec 8,1%. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une musique qui fait peur pour faire peur à mon ami Eric Lewin? Eric Lewin, votre portefeuille va s'afficher. Oh là là. Alors, vous avez du Dassault Systèmes. Je garde. Vous gardez. Ouais, je rachète même. Vous rachetez, d'accord. Oui, ça va, c'est une super boîte. Ok. Vallourec. Je garde, plus haut depuis 5 ans aujourd'hui. Accor. Je garde. Compagnie de l'Audet. Je garde. Vous avez du Bastide. Je garde. Du Hypay. Je garde. Du Atos. Je garde. Du Rémy Cointreau. Je vends. Ouais. Je vends, on doit bien gagner dessus. C'est des spiritueux, c'est compliqué avec les droits de douane. Et je garde Alten. Qu'est-ce que vous achetez, Eric? Aiko.
spécialiste des solutions marketing comme le couponing. Quand vous allez au supermarché, vous achetez du coca, vous avez un petit coupon qui vous donne 50 centimes de réduction. Ça fait rire tout le monde parce que ça fait très France profonde, si vous me permettez cette expression, mais ça marche très bien. Encore, ça existe toujours. Couponing physique, quoi. Ouais. Et Internet, 67 millions de marge brute. Ils ont une rentabilité au-dessus de 12%. Ils ont racheté leurs principaux concurrents. Ce qui est intéressant, c'est en termes de value, c'est pas cher du tout. Ça vaut en VE sur ROC, ça vaut 4 fois, en PE, ça vaut 9 fois. Il y a un rendement de 7%. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un actionnariat qui est un peu divisé avec notamment WPP qui a 37% du capital. Alors ça fait très longtemps qu'il est donné sortant. Mais à un moment ou à un autre, ça peut se revaloriser. Sortant, pas acheteur. Plutôt vendeur, parce qu'on se demande ce que vient faire cette petite participation chez eux. Donc c'est un dossier qui me plaît bien. 1, il y a du rendement. 2, c'est pas très cher. Et 3, il y a l'actionnariat qui peut évoluer. Ça, c'est votre valeur favorite du moment? Ouais. Sinon, si je peux rajouter une valeur, je voudrais mettre Emeis en portefeuille, tout simplement parce que je considère que les performances opérationnelles qui sont Rappelez que Emeis, c'est l'ancien Orpea qui a eu des problèmes, moins 98% en 5 ans. Ça va mieux du point de vue opérationnel avec une augmentation de la croissance organique. Et puis, ils sont, à mon avis, tirés d'affaire en termes de dette, puisqu'ils sont sortis du plan de sauvegarde. L'endettement a été fortement réduit. Et moi, je pense qu'on Et André, il nous dit que c'est on peut doubler cette année. Un AI winner. Je pense qu'on peut doubler sur MI cette année et aller à 30 €. Donc, je mets les deux valeurs pour une fois. La même musique, hein. On va lui faire peur aussi parce qu'il a l'air tout content aujourd'hui. Il a remporté quelques victoires, sa perf, le stock picking, le private equity. Ah là là, chez Moneta, c'est la fête là. Vous avez vous aussi du Alten. On a du Alten, on garde. Vous avez du BNP Paribas. On garde. Vous avez du LDC, nos amis du poulet. On garde. Vous avez du Canal+. On garde aussi. Vous avez du Erste. Oui. Vous avez du Emeis. Emeis, oui, je souscris grandement à la thèse d'Eric et c'est un titre que nous avons rentré récemment, mais c'est très bien. Vous avez du Orange. Orange, on garde. Qu'est-ce que vous achetez? Alors, on a sorti, nous, on aime bien les portefeuilles un peu concentrés. On avait sorti 2 titres la précédente fois. Donc là, cette fois-ci, on va ajouter Vonovia. Alors, Vonovia, on est dans la vieille économie. Vonovia, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le principal propriétaire foncier résidentiel européen, avec 600 000 logements, essentiellement en Allemagne, mais aussi en Suède et en Autriche. Un patrimoine de plus de 80 milliards d'euros. C'est que du résidentiel, pardon. Que du résidentiel. Et une société qui a beaucoup souffert ces dernières années, puisque son cours avait été divisé par 3 avec la hausse des taux. Il a rebondi depuis. L'année dernière, il n'a pas fait grand-chose, puisque les taux étaient un peu sous pression. Et là, cette année, je pense que c'est une société qui peut prendre sa revanche. Il y a un changement à la tête de cette société, avec quelqu'un qui pourrait prendre une action très audacieuse, c'est-à-dire vendre un pan important du portefeuille et désendetter la société, puisque celle-ci a une dette très importante, 40 milliards d'euros, qui stresse un tout petit peu les gens. Et avec aujourd'hui des taux de refinancement qui sont élevés et un patrimoine qui n'est pas, qui peut être vendu à des bons taux, je pense que l'effet sur le free cash flow peut être contenu. Et donc, on a des catalystes clairs, une valorisation qui est dépréciée, avec 50% de décote sur l'ANR et des valorisations du patrimoine qui remontent avec des perspectives l'ANR, vous expliquez pour les gens qui... Actif net réévalué, c'est la valeur du patrimoine moins les dettes. D'accord. On sait que chez Moneta, vous êtes spécialisé aussi sur les valeurs bancaires que vous connaissez bien. Est-ce que dans les 4 catégories, vous mettez les bancaires où? Les 4 catégories que vous nous avez décrites tout à l'heure. Voilà, je pense que les bancaires, dans un premier temps, seront des AI winners, puisqu'il y a des gains de productivité très importants à obtenir. Alors, pour ceux qui sont peu courageux, on ne remplace pas les départs à la retraite. Ça, c'est la politique de la Société Générale. Pour ceux qui sont très courageux, on fera des licenciements secs. Et ceux qui sont semi-courageux, ils continueront un peu d'embauche. Mais honnêtement, on aura besoin demain de moins de gens pour faire les mêmes travaux dans toute une série de départements. Ça, on voit bien la productivité, mais le modèle peut être attaqué quand même. Alors voilà, ça c'est à moyen... Avec des Revolut, on le voit. Voilà, ça c'est à moyen long terme. Alors après, Revolut, on le voit en France, il y a beaucoup de clients opportunistes chez Revolut. Les encours sont très faibles. Les marges, en fait, les revenus bancaires par client sont très faibles. Alors qu'aujourd'hui,
nos vieilles banques traditionnelles ont quand même gardé le principal de la relation client, c'est-à-dire elles gardent le compte principal, c'est elles qui font les crédits hypothécaires, c'est elles qui gardent les flux sur l'essentiel des cartes de crédit, c'est là où est domicilié le salaire. Disrupté, mais pas tout de suite. Bousculé, je dirais, bousculé. Et en attendant, plutôt bousculer tout en faisant des gains de productivité. Voilà, donc vous restez sur le secteur. On reste sur le secteur. La configuration des taux est parfaite pour le système bancaire, c'est-à-dire avec des taux bas raisonnablement bas et une courbe des taux pentue. Donc aujourd'hui, elles font beaucoup de marge sur les... Sauf, c'est pas pour vous piéger, mais s'il y a une crise du private equity, les banques... Non, parce qu'aujourd'hui, elles ont sorti beaucoup de financement. Alors justement, le private equity, ceux qui vont souffrir, c'est les acteurs de la dette privée, parce que c'est eux qui ont financé le private equity. Les banques l'ont fait beaucoup moins et beaucoup plus prudemment cette fois-ci. Bon, c'est la fête chez Moneta en tout cas. On l'a compris. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités, même à Jean-Marc Daniel. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera... Mais je ne serai pas là. Ah non. Bon, elle sera exceptionnelle quand même, Jean-Marc, ou pas? Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, podcast. Comme ça, on va faire des nouveaux records. C'est votre argent sur BFM Business.